on va commencer sans plus trop attendre et on pense que les autres personnes qui veulent encore se joindre à nous arriveront au fur et à mesure, mais comme c'est très timé, autant commencer à l'heure. Donc déjà, bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce sujet, donc la CSRD. Qui fait partie de ce qui est information extra-financière et qui nous tient beaucoup à cœur à tous les trois dans nos métiers respectifs. Donc c'est une présentation qu'on va faire à 3 voix. Moi je me présente, je suis donc Voirana Ranaïvouzanani. Je suis associée chez Foresights, donc boîte de consultants en actuariat. Mon parcours, je l'ai fait quasi exclusivement en prévoyance et santé, mais aussi bien donc en actuariat produit qu'en actuariat de direction financière. Et depuis quelques années, on va dire depuis que la problématique s'est beaucoup mise en avant, je me suis beaucoup intéressée à la durabilité et à un tel point que l'année dernière, je suis retournée sur les bancs de la fac pour faire une formation sur la communication extra-financière, notamment la CSRD. Donc aujourd'hui, je porte ce sujet au sein de Foresights. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélien Duterte, moi je travaille chez Telem Assurance, donc une compagnie essentiellement IARD, de taille plutôt modeste dans le domaine du dommage. On est basé à côté d'Orléans à Chessy. Telem Assurance, c'est un peu plus de 300 agences, on a 500 collaborateurs et ça représente un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc je suis responsable d'un département qui englobe la RSE et l'innovation au niveau de l'entreprise. Et donc, à ce titre, j'ai la grande joie de piloter le chantier CSRD dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, Julia Mangi, pardon. Cabinet de la direction stratégie communication RSE AB Assurance, actuaire ISFA. Pardon. Et je suis ravie de pouvoir parler aujourd'hui de la CSRD avec mon collègue. Je me levais, on a prévu d'aller là-bas. Donc, bon, je vais commencer là, c'est pas très pratique avec le micro, pardon. Ce que je voulais dire juste, pareil, dans une longue série des congrès des actuaires auxquels j'ai pu participer, ou en tout cas une relativement longue série, c'est la première fois que je me retrouve de l'autre côté. Et je suis particulièrement contente que ce soit à une édition, pas à la fois avec mes collègues ici présents, mais aussi à une édition qui est effectivement dédiée à des risques de durabilité et puis au pilotage de la transition, parce que comme pour Voirana, c'est des sujets qui me sont chers. Donc je vais aller... Bon, je vais peut-être rester là, pardon. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il disait Voirana, donc on va faire cette présentation à 3 voix, mais aussi en 3 tons. Donc dans un premier ton, je vais peut-être tenter quand même d'aller là-bas. C'est bon. Donc, ce que je disais en 3 temps. Donc, dans un premier temps, en répondant à la question, finalement, la CSRD, c'est quoi, mais surtout, pourquoi elle est là et finalement, quel objectif elle vise. Ensuite, Voirana rentrera dans un tout petit peu plus de détails, mais je vous rassure, on ne va pas redescendre l'ensemble des data points pour vous présenter en fait les nouveautés, qu'est-ce qui change, finalement, qu'est-ce qu'on va faire différemment avec la CSRD par rapport aux autres normes ou reporting que vous avez pu voir par le passé. Et enfin, ce qu'on vous propose, c'est un petit retour de l'expérience avec une présentation de problématiques concrètes qui peuvent être rencontrées, ou plutôt que nous avons rencontrées au sein de nos entreprises, mais surtout pour voir le verre, on va dire, à moitié plein, de voir quelles sont les opportunités et finalement pour vous démontrer qu'on a tous quelque chose à y gagner parce que finalement tous concernés, que ce soit par la CSRD ou pour la problématique plutôt sous-jacente derrière, on est tous concernés par ces problématiques. Donc je vais commencer par CSRD, c'est quoi et pourquoi. Et j'ai vraiment plutôt l'habitude de bouger sur la scène, donc ça va être compliqué de rester sur place. Donc CSRD, donc Corporate Sustainable Reporting Directive, c'est une directive européenne, ou en français, la directive sur des rapports de développement durable des entreprises. C'est une directive européenne qui vise finalement, qui fixe les nouveaux normes et exigences des reporting extra-financiers. Elle vise notamment à uniformiser ces reportings-là au niveau européen. Et cela, en fait, passe par ce qu'on voit en bas, les ESRS, donc European Sustainability Reporting Standards, qui sont donc du coup les standards auxquels on va répondre, et eux-mêmes, en fait, donc un set
de reporting assez complets sont catégorisés en fait, par les prismes qu'on connaît tous, ESG, avec un petit bonus de 7 transverses. Jusqu'à assez récemment, on va dire, la norme qui était en vigueur, c'est la NFRD, qui en France se matérialisait par la production des rapports DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière des entreprises. Mais cette norme-là, elle a été jugée insuffisamment exigeante et elle a été récemment, au début de 2024, donc plus précisément rentrée en vigueur au 1er janvier 2024, a été remplacée par la CSRD. La CSRD, elle s'inscrit clairement dans une accélération de la réglementation autour des reportings extra-financiers sur les dernières années. Elle soutient en fait l'ambition de Pacte vert pour l'Europe, qui lui en fait ambitionne une neutralité carbone en 2050. Elle prête dans ce sens en fait la main forte d'un côté à la taxonomie européenne et de l'autre côté aux réglementations qui encadrent la finance durable, donc la SFDR. On a rappelé ici en fait les 3 objectifs de la finance durable, un peu les actions. D'un côté en fait orienter les capitaux vers une économie plus soutenable. De l'autre côté, intégrer ESG dans la maîtrise des risques et enfin favoriser la transparence à long terme. Et c'est le long terme notamment qui va aussi nous intéresser dans le cadre de la CSRD. Et on va voir en quoi la CSRD s'inscrit en fait dans ces objectifs. Donc je passe directement à l'objectif. Donc l'objectif principal finalement, il est le même que pour la NFRD, c'est d'encourager les entreprises à poursuivre en fait leur transformation, donc encourager le développement durable, identifier celles qui sont entre guillemets bonnes élèves, en leur imposant finalement un reporting ESG à produire. Qu'est-ce qui change finalement par rapport à la NFRD? Donc je disais tout à l'heure qu'elle a été jugée insuffisamment exigeante. Donc on va essayer de faire des choses un peu différemment et c'est dans la seconde partie qu'on va rentrer davantage dans le détail de ces différents éléments. Donc, premièrement, en fait, on va augmenter le nombre d'entreprises concernées. Donc, effectivement, le périmètre, on est sur un facteur, on va dire 1 à 5. Donc, on passe de 10 à 50 000. Uniformiser les rapports ESG au niveau européen, donc pour rendre les choses comparables. Donc, ça, je ne sais pas si vous avez tous, j'imagine, vu des rapports de PEF. Finalement, en fonction des entreprises, on y voit des choses quand même assez différentes. C'est plus difficile en fait de comparer les choses. Et finalement, on va dire ce set de mesures avec notamment des informations assez précises, ce qu'on cite après, permettent en fait de se situer, comparer les acteurs et avoir en fait l'ensemble de détails nécessaires. Donc, ce qui m'amène en fait au point 3, donc collecter des informations plus fiables, précises et complètes. Donc complète, je disais tout à l'heure, le scope sur quoi on reporte, en fait, il est complet sur l'ensemble des différentes zones concernées. Précise parce qu'on va définir d'une manière assez précise les informations sur lesquelles on reporte et la manière dans laquelle il faut les reporter. Et surtout plus fiable parce qu'en fait, on ne va pas se contenter de les reporter, mais on va devoir, en fait, et Irana, encore une fois, on va revenir tout à l'heure sur les précisions, mais on va devoir justifier finalement et avoir une sorte d'une piste d'audit, on va dire, sur ces informations-là. Et enfin, last but not least, améliorer la conscience des entreprises concernant les risques de durabilité. Alors là, c'est à la fois, je dirais, par cette obligation de transparence, donc on va reporter sur l'ensemble de ces informations-là. Donc là, parfois, ça peut être aussi une prise de conscience parce que, on ne reportait pas sur ces informations-là auparavant, mais aussi en fait par 2 éléments clés. Donc d'un côté, ce qu'on appelle en fait la chaîne des valeurs, de bout en bout. Donc on va s'intéresser en fait à l'ensemble, donc par exemple nos émissions en aval et en amont. Et puis sur finalement les risques, la fameuse double matérialité. Donc en fait les risques qu'on subit, mais aussi nos impacts nos impacts, on va dire. Et pour terminer cette introduction, donc on tenait en fait en guise, on va dire, de dessert, de conclusion de l'introduction, c'est la théorie de Donat. J'imagine que vous l'avez aussi
pour la plupart vus, mais ce que je trouve intéressant, enfin, bon, la théorie de Donat, enfin, c'est un peu l'équilibre qu'on cherche entre le plafond environnemental et le plancher social, donc en quelque sorte un intervalle de confiance, un safe space, enfin, l'espace sûr et juste pour l'humanité. Et je trouve, en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi on a une urgence climatique et sociale, ça je pense, on est tous conscients de ces éléments-là et ce sera un peu hors sujet, on va dire, mais quelque part pour moi, la CSRD, avec toutes les mesures, ce qui finalement, ce qui change, en fait, qu'on a une réelle mesure, elle permet de se situer au sein de à l'intérieur de cet intervalle ou non, et finalement entreprendre, et en tout cas encourager des actions concrètes pour jouer en fait sur ces leviers-là. Et sur ce, je passe la parole à Voyrana pour aller plus en détail sur des aspects de la CSRD. Merci. Je pense. Mais sinon, c'est juste là. Merci, Julia. Donc moi, je vais plutôt essayer de répondre aux questions qui sont donc, mais donc avec la CSRD, qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui est nouveau en fait. Julia a commencé à en parler un peu tout à l'heure, mais on va rentrer dans un peu plus de détails. Alors, déjà, ce qui change beaucoup avec la CSRD, c'est que presque tous les assureurs seront concernés par les rapports de durabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'avec la DPEF, c'est-à-dire le rapport de durabilité précédent, il n'y avait que les grandes entreprises d'assurance qui étaient concernées, et encore. Dans le sens où déjà, il fallait avoir de toute façon 500 salariés, et après, il y avait des conditions sur la taille de bilan ou le chiffre d'affaires. Donc j'insiste sur le « ou » et le « et » de tout à l'heure. Donc 500 salariés et taille de bilan ou chiffre d'affaires. Avec la CSRD, en fait, d'une part, on va avoir des seuils plus bas, aussi bien en nombre de salariés qu'en taille de bilan ou chiffre d'affaires, mais en plus, la portée du nombre de salariés va changer, dans le sens où il ne s'agirait plus d'avoir forcément beaucoup de salariés pour être soumis à CSRD, mais ça va être soit deux des trois conditions schématiquement, 250 salariés et plus 500 comme tout à l'heure, ou total bilan de 25 millions ou chiffre d'affaires de 50 millions, par exemple. Donc, c'est deux de ces trois conditions, donc type salarié, type bilan et type chiffre d'affaires. Et ça joue beaucoup parce que non seulement avec une diminution de moitié des salariés, il y a beaucoup plus d'assureurs qui seront soumis. Et en plus, ceux qui faisaient partie jusque-là de groupes et qui faisaient intervenir des GIE, en fait, avant, ils avaient très peu de salariés, et donc du coup, ils échappaient directement à la notion de 500 salariés obligatoires. Donc maintenant, ça ne marche plus. Donc on sera tous concernés par la CSRD, ou presque, d'où le titre. La deuxième chose, et Julia a parlé de comparabilité tout à l'heure, c'est que dans la DPEF, donc non seulement ça concernait que les grandes entreprises, mais en plus, l'entreprise, on lui demandait des choses et elle faisait comme elle pensait devoir faire. Donc, elle faisait selon sa perception, selon ses activités, etc. Avec la CSRD, il y a un formalisme qui est très précis, qui est respecté. Donc, il y a 12 standards, 12 ESRS, 2 transversaux et 10 thématiques, on va dire, sur l'environnement social, gouvernance. Et à venir, d'ailleurs, des normes qui sont plus spécifiques au secteur d'activité. Et les PME auront aussi donc, leurs normes à eux, un peu plus light, mais il y aura des normes quand même. Et donc, tout le monde devrait faire comme dit ces normes. On ne fait plus, l'entreprise a très peu de latitude pour donc faire autrement. Ça, c'est donc pour rechercher la facilité de comparabilité et augmenter la transparence. La troisième chose, c'est que non seulement on veut pouvoir comparer tout le monde, mais en plus, on veut que ce soit, en tout cas, l'ambition de la CSRD, c'est que les choses soient précises, en fait. Donc, on a 12 normes ESRS pour le moment, d'autres qui vont venir après, mais au-delà, à l'intérieur des ESRS, quand on rassemble le tout, il y a à peu près 80, il y a plus de 80 exigences de publication. Donc, on doit publier sur ci, sur ça, sur ça, sur ça, il y en a 80. Et à l'intérieur de ces 80, on doit parler de certaines choses. Donc, on avait dit tout à l'heure qu'il faudrait comment on doit faire était bien précisé. Et finalement, il y a 1200 points
de données. Ce qu'on appelle point de données, en fait, c'est là où on doit donner des informations qui devraient être satisfaites. Bien sûr, on n'a pas à parler sur les 1200, mais on a à s'interroger tout au moins lors de la mise en place sur étant ou pas concernés. Donc, il y a 2 tiers qui sont narratifs, il y a 1 tiers qui sont quantitatifs. Alors, je vous laisse le tableau sur le côté que vous pourrez regarder tranquillement quand vous aurez les slides. Mais si on donne un exemple, en fait, dans une information narrative, ça va être, un point de données narratif, ça va être comment est pris en compte, en considération ce qui est lié au climat dans la rémunération. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut décrire. Et dans ce qui est quantitatif, ça va être, on doit aussi donner, donc toujours sur le même thème, le pourcentage de rémunération qu'on reconnaît être lié, par exemple, à des considérations liées au climat. Donc on en a 1200 de comme ça, on n'est pas concerné par tous les 1200, mais il faut se poser la question tout au moins la première fois, et on doit répondre si on est concerné. Donc, on a parlé tout à l'heure du fait que on sera tous concernés, en tout cas une extension du périmètre d'application du reporting de durabilité, mais on doit aussi, avec la CSRD, reporter sur ce qui est de court terme, donc ça on a l'habitude, en tout cas en financier, et aussi dans la DPEF, mais également le moyen terme et le long terme. Donc, ce qu'on appelle court terme, en fait, c'est précisé dans des slides d'après, mais je vais le dire maintenant, c'est la même référence, période de référence que les informations financières. Moyen terme, c'est 5 ans, et long terme, c'est au-delà de 5 ans. Donc, on doit reporter, on doit donner des informations sur ces 3 types d'horizons. Et en plus, c'est étendu à toute la chaîne de valeur de l'entreprise, y compris ce qui est en amont et en aval, et pas seulement sur les activités de l'entreprise. Donc, en fait, on a des questions à répondre sur... alors, après, il faut choisir les bandes limites qui vont bien, hein, mais sur les fournisseurs et sur les clients. Donc, en fait, il faut se prononcer sur tout ça, et tout est décrit dans les normes sur ce qu'on doit dire et comment les dire. Et une chose qui est très importante aussi, et je rentrerai plus en détail sur celui-ci après, c'est la matérialité des enjeux. En fait, l'entreprise doit communiquer sur les enjeux qualifiés de matériels, et on verra après c'est quoi enjeu matériel. Et communiquer là-dessus, c'est d'une part, il faut en parler, mais en même temps, il ne faut pas parler de ce qui n'est pas matériel pour ne pas noyer en fait, les messages, pas parler de la même manière de tout. Et donc ça, c'est aussi une obligation de la CSRD. Donc là, c'est la fameuse approche pour la matérialité. Donc l'approche double matérialité, la CSRD renforce en fait cette approche. C'est une approche qui existait déjà avec la DPEF, et on va y revenir un peu après. Mais ici, on va voir que c'est fait différemment, même si peut-être que dans la définition, c'est à peu près la même chose, pour ne pas dire c'est la même chose. Il y a trois choses importantes. C'est le principe de la double matérialité. De double matérialité, c'est quoi? C'est qu'on doit s'intéresser aux impacts que pourraient avoir les enjeux de durabilité sur l'entreprise, mais on doit, donc ça on a l'habitude, hein, enfin ça nous on a, dans ce qui est financier, on a l'habitude de voir qu'est-ce que ça fait sur nos comptes, notamment, mais on doit aussi s'interroger sur les impacts sur l'environnement et sur la population de nos activités. Donc ça, on a moins l'habitude. Et donc, c'est les 2 choses qu'il faut regarder conjointement. Ce qu'on appelle l'analyse de matérialité, c'est l'analyse qu'on mène pour identifier les impacts. Et c'est là, notamment, qu'il y a une différence significative, je dirais, entre ce qui est en DPEF et ce qui est en CSRD. Il faut identifier les impacts, les risques, les impacts donc, sur les parties prenantes, hein, sur l'environnement et la population, et les risques et les opportunités pour l'entreprise. Donc ça, c'est l'analyse de matérialité. Il faut regarder les 2 en même temps. Et la matrice de matérialité, on en verra pour illustrer. Mais c'est donc une représentation graphique qui permet d'identifier ce qui est important, c'est-à-dire ce qui est matériel pour les enjeux. Alors, la DPEF, j'ai dit donc que de toute façon, l'analyse de matérialité, ça existait avant. C'est juste que ça a changé dans la manière de le faire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a remarqué qu'avec la DPEF, ça n'a pas vraiment permis d'identifier ce qui était très matériel. Déjà, alors je ne le vois pas,
et je vois très mal. Mais si vous regardez le tableau qui est tout à gauche de l'écran, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais ça, c'était dans le guide méthodologique du MEDEF. Quand à l'époque, pour la DPEF, il fallait faire une analyse de matérialité. Et si vous regardez les questions qui sont en 3e, 4e colonne, ben, tous les exemples qui sont donnés sont orientés vers l'entreprise. Enfin, c'est pas... alors, je suis vraiment désolée, mais impossible. Donc, je vous laisse le lire, mais tout est centré. Vous non plus. Voilà. Mais, et vous regarderez sur les slides après. Mais tout est tourné vers l'entreprise. Et c'est pas que la MEDEF ne voulait pas faire ce qu'il fallait faire. Hein. L'Europe a dit la même chose aussi. L'Europe avait dit, faites à partir de votre gestion de risque actuelle. Moi, on me dit, je fais à partir de mes gestions de risque. Je suis assureur, je sais de quoi je parle. Donc, en fait, tout a été fait comme ça. Et si vous regardez les graphiques, en revanche, vous allez voir que tous les enjeux se situent sur la diagonale. Donc, quelque part, ce qu'on est en train de dire, que ce qui est grave pour l'entreprise est grave pour l'environnement et inversement. Et ce qui n'est pas grave, ce qui est concrètement, sans être allé vérifier, n'est pas possible. On est en train de dire qu'il n'y a rien qui est grave pour l'environnement que l'entreprise fait. Et inversement. Donc, c'est ça qui a emmené à une réglementation plus forte. Et donc, la CSRD est venue, alors il a fait fort, parce que maintenant, quand on fait l'analyse de matérialité, donc déjà on fait une cartographie des parties prenantes internes et externes, ça je pense que même dans la DPEF, on en a fait peut-être plus ou moins rigoureusement selon certains, mais après, pour regarder les enjeux, ben, il y a une liste qui est donnée réglementairement, donc c'est la liste que vous voyez là pour la volumétrie. Sur chacun de ces points-là, il faut se poser la question, est-ce que ça touche ou pas la partie prenante? Est-ce que ça touche ou pas l'entreprise? Donc, on n'a pas le choix. C'est ça, il faut répondre à ces questions. Et en plus, il faut compléter avec, si on se dit, oui, mais telle question n'a pas, tel enjeu n'a pas été considéré, alors que moi, je pense que pour mon entreprise, ça a un sens, ben, on les rajoute. Mais en tout cas, tout ce que vous voyez à l'écran, il faut s'en occuper. Donc, il faut faire tout ça. Par rapport à tout à l'heure, quand je disais pour le tableau que vous n'arriviez pas à lire, que en fait, c'était orienté exemple, et on donnait un exemple. Là, il n'y a pas d'exemple, on dit interrogez-vous sur tous ces points. Et l'objectif, en fait, c'est d'avoir une matrice de matérialité qui est comme ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire qui fait apparaître aussi bien ce qui est matériel pour les parties prenantes essentiellement, donc peu matériel, hein, ça c'est en haut à gauche, pour l'entreprise. En fait, ce qu'on appelle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, matérialité financière, c'est qu'on sait les conséquences pour l'entreprise, et matérialité d'impact, hein, c'est qu'on sait pour les parties prenantes. On fait ressortir aussi ce qui est matériel pour l'entreprise, mais pas pour les parties prenantes. Et on fait bien sûr ressortir ce qui est très important pour les deux. La dernière chose dans ce que je vais préciser, alors ce n'est pas exhaustif, hein, on a ressorti ce qui nous semblait être les plus saillants dans les impacts, c'est qu'avec la CSRD, donc tout à l'heure j'ai déjà parlé du fait qu'il y a plusieurs horizons de temps pour le rapport ESG. Il faut faire du coup le lien entre ces horizons de temps, enfin les horizons de temps d'une part, mais surtout aussi ce que je dis cette année, ce que j'ai dit l'année dernière et ce que je vais dire l'année prochaine, quand ça sera l'année prochaine. Ça, il faut que je fasse un lien. Donc ça, on a l'habitude aussi, nous, dans tout ce qui est peut-être rapport actuariel ou calcul de best estimate ou autre chose. Mais là, donc, il faut le faire sur de l'extra-financier. Il y a des hypothèses, des approximations, des scénarios, des sensibilités, tout ça, comme ce qu'on fait en partie financière, qui seront maintenant à faire, puisque donc on parle du futur qu'on ne connaît pas, même si on fait des hypothèses pour se dire, nous, on pense que ça va faire comme, ça va se passer comme ceci. Et la dernière chose très importante aussi, c'est que il faut faire participer les parties prenantes dans l'identification des enjeux, en fait, des impacts, des risques et des opportunités. Puisque finalement, les impacts, c'est eux qui connaissent le plus ce qui pourrait leur arriver pour des choses que notre entreprise, elle fait. Et là, je vais passer la main à Aurélien. Alors, pour terminer, l'idée, c'est de vous donner aussi quelques problématiques concrètes qui se posent et puis aussi les opportunités à saisir, puisqu'on l'a dit dans la CSRD, le principe c'est qu'on n'est pas que risque, on est impact, risque
et opportunités. Et rien qu'avec cette réglementation-là, déjà, il y a quelques opportunités à saisir. Les défis, vous allez voir, ils sont variés, mais disons voilà, il y a 3 grands défis qui sont la transversalité, l'infrastructure de données et puis la temporalité, qui est quand même assez exigeante. Et puis, bien sûr, on va voir les opportunités à saisir. Alors, sur la transversalité, l'idée, c'était de vous donner quelques exemples au niveau, justement, de ce qu'on appelle les ESRS. Donc, finalement, les ESRS, c'est des thématiques de reporting de la CSRD, des acteurs, et c'est très loin d'être exhaustif, bien sûr, qui pourraient être impliqués dans la fourniture de données qui permettent de répondre à ce reporting. Donc déjà, l'analyse de double matérialité dont parlait Voï, c'est un exercice qui nécessite une transversalité totale, avec un travail de concert avec la direction générale, avec bien sûr la direction des risques, puis avec tous les métiers qui sont experts des différentes zones, ce qu'on appelle IRO, impact, risque, opportunité. Donc il y a plein de zones d'IRO, on les appelle comme ça, et on doit se dire, cet IRO, est-ce qu'il est matériel pour mon entreprise ou pas? Parfois, il va être matériel que sur une activité. Par exemple, si je fais de vie et non-vie, il y a certains IRO qui vont être très impactants sur la partie vie, qui ne vont pas l'être sur une partie dommage, par exemple. Mais en tout cas, il faut aller juger de cette matérialité. Et puis le rôle aussi de la direction générale en bout de ligne, c'est de venir un petit peu valider cette analyse à dire d'experts qu'on a pu faire. Je ne l'ai pas fait figurer ici, mais il y a aussi les parties prenantes qu'on va interroger sur cette matérialité. Donc on va aller voir nos collaborateurs, nos clients, nos fournisseurs pour juger de l'impact que cette zone d'IRO peut avoir sur eux. Si on prend le SRS climat, alors qui se divise en plusieurs parties, vous avez dedans bien sûr le bilan carbone, qui est un exercice qu'on commence à connaître, à maîtriser, mais qui est très transverse lui aussi. On va avoir la biodiversité, où là on peut partir d'un peu plus loin pour sortir des indicateurs. Eh bien forcément, on va avoir la direction de l'immobilier, on va avoir les services achats, on va avoir la finance, les directions des opérations, et puis aussi en externe les fournisseurs, les clients qui vont être sollicités pour cette ESRS-là. Voilà, on pourrait le faire sur tous les ESRS. Côté main-d'œuvre, les RH, les IRP vont être sollicités. Sur le pilier consommateur, on va avoir l'offre, on va avoir le marketing, les ventes, les réseaux de distribution, etc., etc. Donc quoi qu'il arrive, en bout de ligne, on voit qu'il n'y a en gros pas une partie de l'entreprise qui passera à côté de la CSRD. Et c'est pour ça que ça s'active autant de tous les côtés, qu'on en entend autant parler. Du coup, comment on va industrialiser ces données ? Alors ça, c'est du prospectif, parce que je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il a une infrastructure de données CSRD correctement construite et faite. Pour rappel, les premiers reportings, ce sera en juin 2025 sur l'exercice 2024, mais on commence à avoir quelques retours d'expérience, et puis surtout, on apprend en marchant, donc on a déjà commencé à trébucher quelques fois. Ce qu'on peut se dire, c'est que voilà, l'idée, bien sûr, c'est d'industrialiser, parce que ce sera un exercice annuel, donc on ne peut pas se permettre de réécrire l'histoire à chaque fois. Mais il y a des vrais points de difficulté aujourd'hui. D'abord, on le disait, sur la CSRD, on raisonne en chaîne de valeur. Ça veut dire qu'on doit aller chercher de la donnée amont et aval. Donc, on a une dépendance en termes de fourniture de données par rapport à nos prestataires ou par rapport à nos clients. Exemple, dans les dommages, on va devoir... on a pas mal d'infos qui vont devoir venir de nos réseaux d'experts, par exemple, potentiellement. Donc, comment on met ça en place, sachant qu'ils y travaillent déjà beaucoup. Ensuite, on a des sources de données qui sont très variées. Je vous ai mis la liste des services potentiellement concernés juste avant. Mais en plus, c'est souvent quand même des infos qui ne sont pas du tout stockées de la même manière aux mêmes endroits dans les entreprises. Si on prend ne serait-ce que logiciel de comptabilité, CRM et SIRH, déjà, voilà, on a souvent des univers de données très différents, très cloisonnés. Et donc là, il va falloir voir comment on peut construire une infrastructure qui va piocher dans ces différents environnements et qui soit capable de les fusionner derrière dans un seul rapport. Ensuite, c'est un périmètre qui est peu structuré. Aujourd'hui, moi je vous donne l'exemple personnel, mais la consommation électrique de notre siège social, je contacte la responsable de l'immobilier, elle m'envoie 12 PDF avec les factures EDF et je vais chercher à la mano le nombre de kilowatts qu'on a consommé chaque mois. D'accord ? Donc si on met ça sur 1200 data points, ça va être un petit peu compliqué de sortir un rapport, même si nous on est soumis qu'en juin 2026. Donc voilà, il y a une vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui, sur beaucoup de domaines de l'extra-financier, on est plutôt sur des données assez peu structurées. Et puis, ça, il l'a dit, il y a beaucoup de narratifs, c'est 2 tiers du rapport qui est en narratif.
Donc forcément, même chose, ça va être des données différentes, c'est-à-dire qu'on va devoir aller chercher des politiques, des procédures, etc. Dans les exemples, vous voyez, on a donné un, je peux en donner un autre. Quelle va être par exemple la procédure de remontée d'alerte sur la diversité et l'inclusion pour vos collaborateurs? Voilà, type de question qu'on a dans la CSRD. La temporalité est assez exigeante, finalement. C'est-à-dire que même quand on est soumis juin 2026, ce qui est notre cas, il ne faut pas trop traîner, puisqu'on l'a dit, l'analyse de matérialité, c'est un peu le préalable à tout. C'est-à-dire c'est là qu'on va se dire quels sont les enjeux sur lesquels je vais reporter ou pas. Et donc derrière, c'est d'avoir une analyse de distance à la donnée, puisque si je reporte en 2026 sur l'exercice 2025, ça veut dire qu'en 2025, je dois commencer à récolter mes indicateurs. Donc, c'est-à-dire que fin 2024, il faut que j'ai une idée des indicateurs que je vais vouloir récolter. Donc, c'est pour ça que les travaux sont en cours. C'est pour ça que quand on est en charge de la CSRD dans sa boîte, on reçoit 10 mails par jour de consultants qui sont tous les rois de la CSRD et qui vont vous la faire d'une manière optimale. Sachant pour rappel que la réglementation est sortie en décembre 2023. Donc, ils sont montés en compétences très rapidement. Voilà. Mais ceci dit, je plaisante, mais on a besoin d'accompagnement et il faut choisir en fonction de nos critères propres à chacun. Donc derrière, construire l'infrastructure de données, on en a parlé. Et puis il y a aussi le fait de mener des chantiers de transformation, c'est-à-dire c'est une chose de récolter les données, mais est-ce qu'on est aussi là où on veut être sur tous les indicateurs? C'est aussi l'occasion d'identifier des endroits où l'entreprise n'a pas forcément de politique, n'a pas de procédure écrite et a envie de s'en doter parce qu'on a envie sur notre premier reporting d'être à un socle minimal et de ne pas avoir de gros trous dans la raquette. Donc ça, c'est assez vite qu'il va falloir l'identifier pour que sur notre première publication, on n'ait pas des zones grises trop importantes avec lesquelles on ne soit pas à l'aise. Voilà, ça c'est pour les zones de risque, mais comme on le disait, il y a quand même pas mal d'opportunités derrière cette réglementation. La première, on le disait, le raisonnement en chaîne de valeur, ça va permettre aussi d'améliorer la connaissance des parties prenantes, puisque quand on va être obligé de construire des indicateurs communs, soit avec la chaîne de valeur amont, soit aval, on va améliorer notre connaissance, et ça peut être aussi le début de chantiers communs pour améliorer son impact. Je donnais le cas avec les réseaux d'experts, c'est vraiment ce qui se passe. En aval, on peut se dire qu'aussi en allant récolter plus de données côté client, de données extra-financières, on aura une meilleure connaissance client, donc potentiellement une meilleure qualité de conseil. Donc voilà, ça peut être une opportunité intéressante. Ensuite, tout simplement, dans la RSE, on était aussi parfois un petit peu trop sur de la conviction et de la posture. Là, on va avoir de la donnée. Voilà. Et ça va être très intéressant pour se fixer des ambitions, pour se comparer également sur ces indicateurs environnementaux et sociétaux où on avait tendance à être beaucoup dans le qualitatif. Si on lit les DPEF, c'était quand même souvent le cas. Donc ça, c'est un chantier aussi qui va pouvoir permettre de se comparer et d'augmenter le niveau d'ambition sur les enjeux qui sont considérés comme primordiaux pour vos entreprises. Et donc ce que je disais, voilà, la comparabilité, ça pousse forcément vers le haut. On n'a pas envie d'être le dernier wagon du train. Et donc finalement, l'idée par rapport à ça et l'opportunité majeure, c'est de prendre la CSRD comme un projet de transformation. Et d'ailleurs, elle a été rédigée pour ça. Alors c'est sûr que la somme de reporting peut faire peur, mais quand on voit certaines questions, comment elles sont formulées, c'est vraiment l'enjeu du régulateur et celui-ci. Je vous donne un exemple tout simple. Dans la partie bilan carbone, il y a forcément une question derrière sur la trajectoire de décarbonation. Qu'envisagez-vous de faire pour être dans la ligne des accords de Paris, donc à plus 1,5 degré. Mais ensuite, il y a la question suivante. En quoi les investissements nécessaires à votre décarbonation sont cohérents avec votre business plan? Voilà. Donc on est sur ce genre de questions très exigeantes. On n'avait pas du tout ce niveau d'exigence dans les reportings précédents, mais qui obligent à se poser des questions et à le prendre vraiment comme un projet de transformation. Et puis le dernier élément, ne pas paniquer. Alors pourquoi ne pas paniquer? C'est surtout qu'aujourd'hui, il y a cette liste des 1200 data points, mais en fait le discours du régulateur est assez rassurant par rapport à ça. On est sur quelque chose de progressif. Ce qui va compter, c'est de montrer dans quelle dynamique on est et comment on va faire en sorte à terme de pouvoir piloter correctement ces enjeux. Mais a priori, dans le discours qui est tenu aujourd'hui, il n'y a pas une attente de cocher absolument toutes les cases, de remplir tous les indicateurs de manière parfaite dès le premier reporting. Donc, et en plus, visiblement, il continue à y avoir des discussions pour essayer d'alléger ou de reporter certains éléments de ce reporting. Donc voilà, c'est un projet important, transverse,
Mais finalement, à terme, l'objectif, c'est tout simplement d'avoir un reporting extra-financier qui est en miroir du financier, avec le même niveau d'exigence et le même niveau de comparabilité. Je crois que c'est fini. On a quelques minutes pour des questions-réponses, si vous voulez. Pour les actuaires, en termes de travaux, selon vous, en quoi ça va impacter les travaux de l'actuariat des actuaires? J'aurais un exemple à donner en tant que non-actuaire. Après, je laisserai les connaisseuses répondre. Un des exemples aujourd'hui qu'on va avoir, c'est sur l'actuariat côté plutôt offre, la capacité à faire combiner des offres à impact sociétal ou environnemental fort avec la rentabilité financière. Aujourd'hui, je sais que c'est un travail qu'on commence à mener, d'être capable de mesurer sur, par exemple, une assurance plus inclusive ou sur des clauses, comme on peut avoir les clauses vertes sur des sinistres habitation, des choses comme ça, quel impact financier ça peut avoir et dans quelle mesure on est capable de finalement améliorer l'impact de nos offres, mais en conservant un niveau de rentabilité qui soit intéressant. Donc effectivement, et dans la lignée de ce que disait Aurélien, même les types de produits, donc notamment par exemple en l'épargne, de continuer à faire des produits, réfléchir donc avec les financiers, mais quand même beaucoup avec les actuaires aussi, d'avoir des produits qui continuent d'être rentables tout en respectant en fait les exigences qu'on va avoir en termes de durabilité. L'autre aussi, je pense, dans les équipes de direction des risques, parce que là, on se situe quand même pour partie sur des risques. Il y a des actuaires, donc eux, ils vont devoir transformer un petit peu enfin pas transformer d'ailleurs, poursuivre ou en tout cas augmenter leur sensibilité sur la question. Et l'autre chose, c'est sur la vision globale de l'entreprise, où de toute façon, les actuaires ont toujours été entendus et ça fait partie de notre réputation, quoi, enfin, de connaître l'entreprise dans sa globalité. C'est bon, peut-être. J'ai rien à rajouter. Merci, pardon. Vous avez parlé de captation des données et vous avez parlé de la chaîne de valeur, mais il y a un acteur que je n'ai pas entendu dans la chaîne de valeur, c'est la distribution. Vous travaillez avec des agents généraux, ils travaillent avec des courtiers. Comment vous voyez la captation des données auprès des agents et des courtiers ? Vaste sujet. Effectivement, on peut peut-être donner l'exemple du bilan carbone, qui est un peu un galop d'essai, finalement, pour aller capter de la donnée au niveau de nos réseaux de distribution. Aujourd'hui, le retour d'expérience que je peux faire, c'est qu'on est en recherche, finalement, de simplification de la donnée qu'on peut aller capter. C'est-à-dire que le travail de départ qu'on a, là, pour prendre l'exemple des émissions de CO2 sur nos agences, c'est d'identifier les facteurs discriminants qu'on a déjà en notre possession, type taille de l'agence, localisation entre urbain, rural, nombre de collaborateurs, etc. Donc à partir de là, on fait quelques familles. On essaie de limiter, nous, sur 300 agences, d'avoir 5-6 typologies d'agences type. Et en fait, on va aller simplement récolter les données sur 2 agences par catégorie, voilà, en picking, plutôt que de solliciter l'intégralité de nos agents là-dessus, et donc avec un nombre de données pour l'instant relativement limité sur la consommation d'énergie directe, sur plutôt ce qui est déplacement. Après, il commence à y avoir des pratiques pour essayer de jauger les déplacements clients, sujet extrêmement complexe, où on est vraiment sur de la grosse maille en termes de méthode de calcul. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce fonctionnement-là qu'on a sur l'exemple du CO2, à voir si derrière on a la capacité à étendre sur tous les indicateurs CSRD. Le challenge qu'on a par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, si je devais résumer, la durabilité, elle n'est pas dans le mandat. Voilà, on n'a pas de niveau d'exigence contractuelle vis-à-vis de nos agents généraux sur les sujets RSE, parce que c'est pas quelque chose qui nous lie contractuellement. C'est dire aussi qu'il faut donner envie, avoir une cible qui soit souhaitable pour tous. Donc ça, c'est un point important et un préalable qui fait qu'on met un peu plus de temps à se lancer vis-à-vis de notre réseau d'agents généraux que vis-à-vis de nos collaborateurs salariés. Et ça me fait penser juste, en fait, que ça peut aussi être un peu, entre guillemets, l'excuse, mais pour les différentes initiatives qu'on peut avoir, par exemple, sur
la certification des agences avec des labels. Enfin, il y a par exemple le label AFNOR, enfin, pour les agences, mais ça peut être aussi, enfin, une valorisation de ceux qui souhaiteraient, enfin, s'y prêter. Et au final, en fait, un peu un gagnant-gagnant, enfin, pour tout le monde, une manière, on va dire, de poursuivre ce type d'initiative, quoi. Donc, Sur les courtiers, pour être honnête, on n'a pas lancé de chantier pour le moment. Après, nous, ça représente autour de 10% de notre chiffre d'affaires, donc voilà, ça n'a pas été priorisé. Mais le sujet, là, vous avez posé la question sur les distributeurs, mais pour toutes les parties prenantes, le sujet est un vrai sujet, hein, que ce soit les fournisseurs, les distributeurs, et se poser la question aussi de où on s'arrête, en fait, parce que donc ça aussi, ça fait partie des chantiers à mettre en place et des décisions et des choix qui seront faits par chaque entreprise. et ça me fait penser aussi, par exemple, au débat, on va dire, qu'il y a actuellement sur la prise en compte dans le bilan carbone, enfin, des émissions, enfin, sur, par exemple, quand on assure des voitures, enfin, de l'émission, enfin, des clients, enfin, des voitures, enfin, de nos clients. Donc, en fait, enfin, c'est un vaste débat, effectivement, où on s'assure, et ça pose, au fait, là, si on est plutôt sur le volet, enfin, social, enfin, par rapport à la philosophie et la stratégie de la boîte, en fait, enfin, c'est le juste milieu entre, par exemple, dans un monde mutualiste, la volonté d'assurer le plus grand nombre versus, en fait, finalement, une mise en valeur des, comment dire, enfin, des véhicules électriques. Des véhicules électriques, enfin, que, forcément, on va dire, en tout cas à date, enfin, ne s'apparentent pas, on va dire, au plus grand nombre. Enfin, ils ne sont pas accessibles au plus grand nombre. Donc, enfin, ce qui est intéressant finalement, c'est, enfin, pour moi, on va dire, là, on a une mesure. Donc, en fait, on a un affichage. Et derrière, enfin, comme disait Aurélien, en fait, c'est aussi une invitation à prendre des actions. Et finalement, c'est des leviers de transformation. Donc, on peut se poser des questions, enfin, à des différents niveaux. Tout à l'heure, vous avez posé la question par rapport à l'actuariat. Donc, il y a la question de l'offre, mais il y a aussi, enfin, pour citer par exemple récemment le rapport Langrenet qui est sorti, enfin, qui donne quand même aussi, enfin, des différentes pistes d'actions concrètes qu'on peut engager, que ce soit côté indemnisation, enfin, qui propose en fait des mesures. Enfin, je vous invite, enfin, tous à aller lire ce rapport, mais je pense que c'est aussi, enfin, la CSRD finalement, enfin, donne la mesure. Et derrière, en fait, il y a tout un tas de réflexions qu'il faut mener et qu'on va tous être amenés à mener pour réussir la transition, quoi. Donc. Bonjour, merci pour la présentation. Alexandre Jones, CNP Assurance. J'ai une petite question concernant les analystes financiers, les agences de notation. Est-ce qu'il y a déjà des critères, des indicateurs qui seraient identifiés qu'eux, ils regarderaient en particulier à ce stade? Alors, il y a des agences de notation extra-financières. Ça existe, ça existait même avant la CSRD. Après, avec l'arrivée de la CSRD, certainement que ça va être un peu plus exigeant, mais d'indicateurs propres aujourd'hui. Moi, je n'ai pas connaissance de dire tel indicateur. Peut-être toi, Aurélien Alors, je ne sais pas, vous me dites si je suis à côté, hein, mais effectivement, aujourd'hui, sur tout ce qui est extra-financier, sur nos placements, il y a le calcul d'une température de portefeuille. On commence aussi à avoir des indices de biodiversité sur nos placements. Là, méfiance, soyons honnêtes, ce sont des indices en construction, on est loin d'être à la cible, et voilà. Et donc, comme disait vous, ce que va apporter la CSRD, c'est sûrement une uniformisation, une homogénéisation de ces critères, parce qu'aujourd'hui, on a quand même régulièrement quelques scandales sur les notations ESG. Donc, on peut penser que voilà, cette multitude d'indicateurs et leur comparabilité devrait permettre aux investisseurs d'avoir une vision un peu plus claire. Et c'est clair que, enfin, on va dire, il y a de la transparence, on va afficher beaucoup de choses. Il y a la question qui va s'y intéresser. Effectivement, ça me fait penser juste à un débat qu'on a récemment. Typiquement, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui, qui visent en fait la transparence vis-à-vis des clients. Mais là, en fait, souvent, c'est un peu... Bon, je resterai suisse là-dessus, mais il y a des gens qui disent que finalement, tous les reportings extra-financiers, les clients, notre client final, c'est lui qui achète les produits, n'y s'intéresse pas particulièrement. Et que c'est souvent, en fait, une manière d'attirer l'attention plutôt à ceux qui cherchent, on va dire, qui vont chercher, par exemple, à...
un exemple assez facile, on va dire, ça sera des syndicats, sur des sujets sociaux. Mais je pense que l'enjeu aussi, comment finalement attirer cette attention des clients, comment rendre cette information tangible. Et moi, je reste convaincue que c'est aussi un très bon moyen de mettre en valeur la politique RSE de la boîte, les différentes actions à impact. Donc c'est un outil de mesure. Et là, on est au-delà de la CSRD, parce que là, on est plus largement dans l'ensemble, on va dire, des initiatives, des reporting, tout ce que toutes les boîtes, la prise de conscience et tout ce que toutes les boîtes peuvent faire pour le développement durable. Bonjour. Donc, petite question, parce que vous avez déroulé les slides, mais j'ai pas vu cette partie-là. J'ai cru comprendre que les rapports CSRD vont être, en tout cas les informations qui vont être dedans vont être normalement certifiées par les commissaires aux comptes. Est-ce que quel genre d'informations vont être du coup auditées? Est-ce qu'on a des infos là-dessus par rapport à ce sujet? Sur les formations des commissaires aux comptes, notamment, c'est ça? Oui, déjà par rapport déjà ouais, le fait que les commissaires aux comptes doivent être donc informés sur ces sujets-là, et aussi quel genre d'informations ils vont concrètement auditer dans les rapports, quoi. Alors, il y a des choses qui restent encore à découvrir. En tout cas, effectivement, donc c'est une des grosses différences. C'est vrai aussi sur ce reporting, c'est le fait qu'il va être audité, validé, donc soit commissaire aux comptes, soit organisme tiers indépendant. Même si les commissaires aux comptes veulent nous faire oublier qu'il y a aussi possibilité d'avoir des organismes tiers indépendants. Et les commissaires aux comptes, pour le coup, sont en pleine... ceux qu'on a autour de nous sont beaucoup formés là, sur début 2024 avec des programmes quand même assez costauds. Je crois qu'on est sur une centaine d'heures sur les sujets extra-financiers. Voilà. Après, sur ce qui sera... auditer précisément les tendances qu'on a. Là, on aura besoin... L'analyse de double matérialité, par exemple, c'est vraiment un exemple de quelque chose qui, dans la DPEF, était très libre. Et en termes de méthodologie, assez... très libre. Voilà. Je donne un exemple... on va prendre un exemple en dehors de notre industrie. Decathlon, qui est pourtant une entreprise sur la RSE qui est assez exemplaire sur pas mal de sujets, dans leur matrice de double matérialité, leur enquête client concernée, dans mes souvenirs, c'était moins de 100 clients, par exemple. Voilà. Et donc, en termes de représentativité, on est Decathlon, on publie quelque chose où on a interrogé une centaine de clients, on peut se poser la question. Ça ne remet pas du tout en question, comme je disais, la qualité de leur démarche RSE. Donc là, pour le coup, sur l'auditabilité de la double matérialité, ça risque d'être un peu plus costaud que ce qu'on avait jusque-là. Et globalement, voilà, l'idée, de toute façon, ça va être pour tous les indicateurs d'avoir des pistes d'audit, comme on peut avoir par ailleurs sur toutes les publications qui sont contrôlées. Et effectivement, ils sont en train de se former, parce que je disais tout à l'heure que donc moi, je suis allée faire une formation sur le sujet, et c'était beaucoup de commissaires aux comptes, et on parlait beaucoup de ça, d'experts comptables en fait, de commissaires. Et ils sont dessus à fond. C'est pas un sujet simple, d'autant plus que les données, on se pose toujours la question de la provenance des données, de la fiabilité des données, la volatilité des données aussi d'une année sur l'autre. Nous qui commençons à travailler avec certains providers de données, on voit que d'une année à l'autre, il peut y avoir certaines variations significatives et qu'il peut y avoir des problématiques là-dessus par rapport à l'auditabilité des données, quoi. On le voit pas mal sur la finance durable, où c'est là que la réglementation était la plus exigeante, donc on a l'habitude de fournir des choses. Et c'est vrai que d'une année à l'autre, ça peut être surprenant pour l'instant. Les modèles doivent encore être un peu posés. Je ne vais pas être abat-joie, oui, c'est ce que je voulais dire. Mais on va se faire gronder en fait. On vous propose une dernière question. Une dernière question si quelqu'un a très envie. Et sinon, ils vont venir nous faire sortir. S'il n'y en a pas, en tout cas, merci beaucoup. Merci.